je m'appelle Sophie Suzanne, je suis professeure d'hématologie au Centre hospitalo-universitaire et à la faculté de médecine de Lille, et je suis également co-directrice d'une équipe INSERM que dirige le professeur Bart Stals, et la thématique de mon équipe est anomalies cardiovasculaires, anomalies du flux sanguin et hémostase. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la Covid-19 et de la survenue de complications thrombotiques. Donc, tout d'abord, la thrombose, c'est une obstruction d'un vaisseau sanguin par un caillot de sang qui est constitué de différents éléments cellulaires, de protéines de la coagulation, qui ont été activés par un phénomène totalement pathologique, puisque normalement, le vaisseau est libre pour permettre un flux sanguin normal. Eh bien, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles la thrombose et l'inflammation sont intimement associées, l'une entretenant l'autre et l'autre faisant apparaître la première. Et notamment, vous voyez en haut de la diapositive le sepsis et les infections, mais également les traumatisés sévères. Et vous entendrez même parler d'immunothrombose pour des situations où les réactions immunitaires sont à l'origine de la survenue de complications thrombotiques. La première publication qui fait état de complications thrombotiques dans la Covid-19, elle nous vient d'Italie. Et vous voyez, elle est datée du 30 mars. 30 mars, c'est un moment où l'Europe fait face à la première vague et où nous sommes tous, dans les différents centres en France, qui accueillons des patients Covid-19, à observer la même chose que cette équipe italienne, c'est-à-dire le sentiment que il y a peut-être des événements thrombotiques, des complications thrombotiques plus fréquentes que ce que l'on imagine dans une situation infectieuse comparable. Et donc, la première question que nous nous sommes posées et qu'un certain nombre d'équipes se sont posées, c'est quelle est la fréquence de thrombose dans la Covid-19 ? Donc là, évidemment, nous sommes quelques mois après le début de la pandémie, et donc vous voyez tous ces petits traits dans la figure de droite représentent les résultats d'une équipe, d'un centre, parfois de plusieurs centres regroupés. Donc 66 études, à peu près 30 000 patients. La moyenne d'âge des patients qui présentent une thrombose, c'est à peu près 62 ans. 2 tiers d'hommes. 20% de ces patients sont hospitalisés en réanimation. Et puis, si on regarde la fréquence de ces thromboses, quand on ne fait pas de dépistage systématique, c'est-à-dire quand on ne la recherche pas systématiquement, par un échodoppler veineux des membres inférieurs, par exemple, ou par un scanner, un angioscanner qui va permettre de dépister la présence d'un caillot dans un vaisseau, eh bien, vous voyez qu'on trouve une fréquence d'à peu près 9,5%. Quand on fait un dépistage systématique, c'est-à-dire que l'on met en place un certain nombre d'examens pour rechercher ces thromboses, vous voyez qu'on en observe à peu près juste un peu moins de 10%. Par contre, quand on fait un dépistage systématique de ces thromboses, par un échodoppler systématique des membres inférieurs, par exemple, on est plutôt aux alentours de 14%. Et si on regarde le détail des manifestations thrombotiques, vous voyez dans le diagramme de droite, qui correspond à une étude française, que là on a à peu près 2 tiers des événements qui sont des événements thrombotiques veineux, c'est-à-dire une phlébite des membres inférieurs, une embolie pulmonaire, mais on trouve dans un certain nombre de cas des accidents artériels, des infarctus du myocarde, des ischémies aiguës de membres, des ischémies mésentériques, des accidents vasculaires cérébro-ischémiques et tout cet ensemble, donc, avec des chiffres qui sont relativement cohérents entre les différentes études internationales. Je vous ai représenté sur la gauche les chiffres des principales études françaises. Ce qui est particulier en Europe, par rapport notamment à la Chine, c'est que la prévention de la maladie thromboembolique veineuse est habituelle chez les patients hospitalisés, notamment en réanimation, et que toutes ces thromboses surviennent malgré donc une prévention. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est finalement cette observation, est-ce qu'elle est suffisante pour permettre de dire que le risque est augmenté au cours de la Covid-19 ? Et donc, ce que l'on a comme information pour essayer de comparer ce risque, ce sont les chiffres, évidemment, hors Covid-19. Et donc, on a des chiffres qui sont environ de 1% malgré une prophylaxie hors réanimation et 5 à 6% en réanimation, toujours malgré une prophylaxie. Donc ça, c'est des chiffres qui sont tirés des recommandations internationales que l'on utilise pour prévenir ces thromboses veineuses chez les patients hospitalisés. Et ces recommandations, elles précisent que finalement, on a assez peu de données pour étayer ces chiffres et qu'il faudrait faire des études, on était avant la Covid, il faudrait faire des études pour mieux documenter ces chiffres.
Alors, de façon à peu près simultanée, mais sans avoir communiqué nos résultats, avec l'équipe de Strasbourg, nous avons essayé de comparer la fréquence de ces complications thrombotiques chez des patients Covid-19 par rapport à des patients de référence en réanimation. Donc, la cohorte de Strasbourg a été comparée à des patients en défaillance respiratoire en réanimation. Nous avons comparé la cohorte Covid-19 avec une cohorte toutes causes confondues dans la même période l'année précédente. Et puis, on a aussi comparé les patients Covid-19 avec les patients qui avaient présenté une grippe. Et vous voyez, on est à peu près cohérent. On a ces deux équipes, Strasbourg et Lille, ont trouvé une augmentation du risque de thrombose en réanimation à peu près multipliée par 3. Et puis, c'est quand même quelque chose sur lequel il faut se pencher parce que vous voyez, quand on regarde le risque de mortalité chez les patients qui présentent ces complications thrombotiques, à droite, toutes les études, les petits carrés représentent les études qui démontrent un risque accru de mortalité. À gauche ou sur la barre, les études qui ne montrent pas d'augmentation du risque. Alors, on sait bien que c'était une période compliquée pour évaluer la surmortalité liée à une complication particulière, mais il est vraisemblable que ces complications thrombotiques augmentent le risque de mortalité chez les patients Covid-19, donc c'était une question importante à aborder. Et puis, assez rapidement sont arrivées des données autopsiques, et des données autopsiques qui sont venues conforter tous ces chiffres. On a retrouvé des thromboses micro- et macrovasculaires que vous voyez sur ces différentes photographies d'histologie, dans la circulation pulmonaire, mais aussi dans d'autres organes, le cœur, dans des localisations qu'on n'attendait pas, les reins, et l'ensemble favorise la défaillance multiviscérale, c'est-à-dire la défaillance de tous les organes, que ce soit le poumon ou d'autres. Et là aussi, quand on compare la fréquence de ces thromboses au cours de la Covid à la fréquence de ces thromboses dans d'autres défaillances respiratoires, notamment au cours de la grippe, on voit, vous voyez, c'est les petites étoiles blanches dans la partie basse de la figure, qu'il y a effectivement plus de thromboses, là encore, histologiquement, au cours de la Covid-19 qu'au cours de la grippe, et parfois chez des patients qui n'étaient pas symptomatiques pas symptomatiques sur le plan de la thrombose, et chez qui nous n'avions pas dépisté de signes faisant évoquer, par exemple, une embolie pulmonaire. Quand on regarde encore un peu plus près, et ça a été fait par différentes études de façon consécutive, on retrouve en microscopie électronique des anomalies, des cellules endothéliales. Vous voyez, sur le schéma, c'est facile à reconnaître, c'est ces cellules roses qui tapissent les vaisseaux. Sur la photographie de l'histologie, je vous ai représenté une petite cellule endothéliale pour vous montrer les contours. Eh bien, on trouve d'une part des anomalies, vous voyez, ces espèces de bulles, c'est une vacuolisation de ces cellules endothéliales qui sont anormales, et en même temps des inclusions virales. Donc la première cause à la survenue de cette situation qui favorise les thromboses, c'est une atteinte de la cellule endothéliale directe par l'infection virale. La deuxième cause de l'atteinte de la cellule endothéliale qui va favoriser la thrombose, eh bien, c'est cette dysrégulation cytokinique et inflammatoire. Vous voyez, les cytokines inflammatoires, le complément, les polynucléaires, tout ça va venir interagir avec la surface de la cellule endothéliale qui, normalement, protège le vaisseau contre la thrombose. Et vous voyez que sur la partie haute du diagramme de droite, tous les points rouges, c'est ce qui protège la cellule endothéliale de la survenue d'une thrombose. Et bien, vous voyez que dans la partie basse, les points rouges sont bien en quantité bien inférieure, ce qui montre que la cellule endothéliale a du mal à se défendre contre la thrombose. Et pire que ça, ce que l'on a pu montrer dans le diagramme du bas, ces petites barres là, c'est que si on applique du sang de patients Covid-19 à différents états de la maladie, ICU, c'est-à-dire en réanimation ou pas en réanimation, ou convalescent, eh bien on voit qu'on a des niveaux de toxicité sur la cellule endothéliale qui sont différents, ce qui témoigne que réellement toute cette atteinte inflammatoire circulante est toxique pour la cellule endothéliale et lui confère un profil prothrombotique. Et donc la balance de la coagulation, qui normalement est à l'équilibre, entre des anticoagulants naturels, des systèmes qui dégradent un caillot quand il se forme de façon inappropriée, et les systèmes qui déclenchent la coagulation, cette balance, elle n'est plus à l'équilibre, et elle est en faveur de la survenue de thromboses que vous voyez là dans la photo de poumon à droite, des thromboses de vaisseaux pulmonaires. Et je vous ai rappelé quelque chose que le professeur Julien Poissy vous a présenté dans le diagramme de haut, et c'est la période à laquelle on observe
ces complications, c'est évidemment dans le triangle orange, c'est-à-dire dans la période où on trouve une réaction inflammatoire importante. Encore une fois, on en revient à cette notion de thromboinflammation et d'immunothrombose. Alors une fois qu'on a dit tout ça, on est là pour parler des aspects thérapeutiques. Et donc on est là pour parler de comment, une fois qu'on a identifié ce surrisque, comment peut-on faire pour le prévenir au cours de la Covid-19. Alors, assez tôt, au cours de la pandémie, un certain nombre de groupes d'experts ont rédigé des recommandations. Pourquoi des recommandations ou plutôt des propositions? Et ça, c'est les propositions françaises. Eh bien, parce que nous étions au début d'une pandémie, nous étions en cours d'identification d'un nombre de facteurs de risque, notamment le surpoids, notamment le fait que la consommation en oxygène était un signe très fidèle de l'aggravation de la maladie. Et par conséquent, ce que vous voyez dans les carrés jaunes et bleus, c'était finalement que rappeler les données qui sont disponibles, c'est-à-dire que dans la mesure du possible, il faut essayer d'adapter au poids et essayer de surveiller l'activité des traitements que l'on donne. Et puis, il fallait dire aussi qu'à ce moment-là, il n'était pas forcément facile d'amener les patients les plus sévères jusqu'à des explorations complémentaires pour dépister par exemple une embolie pulmonaire. Et donc, dans ces recommandations, nous soulignons le fait que l'association de facteurs de risque devait peut-être conduire à faire un traitement un peu probabiliste et à augmenter les doses des traitements anticoagulants que l'on utilise habituellement. Alors ça, c'était évidemment en l'attente des essais randomisés, comme vous l'a rappelé le professeur Deplanck, c'est uniquement sur la base d'essais randomisés que l'on peut conclure à l'efficacité ou pas d'un médicament. Vous voyez, ça c'est les essais qui sont actuellement en cours ou sur le point de se terminer au niveau international. Il y en a une vingtaine. Il y en a un évidemment en France qui s'appelle Covidose. Vous voyez, les cercles, ça représente les points sur lesquels on va décider que la dose ou la molécule est à utiliser ou pas. Vous voyez que déjà, il y a de l'hétérogénéité parce qu'il y a 3 cercles. Certains regardent la mortalité, d'autres regardent les événements thrombotiques, d'autres regardent encore la ventilation mécanique. Donc, il faudra qu'on fasse le point sur toutes ces façons d'évaluer l'efficacité d'un médicament. L'essai français, c'est l'essai Covidose, qui est dont l'investigateur coordonnateur principal est le professeur Stéphane Zuilly à Nancy, qui s'appuie sur le réseau FCRIN piloté par Guy Meyer et Patrick Mismetti, qui a obtenu donc un financement flash Covid-19. Vous voyez qu'il est prévu de randomiser 602 patients, c'est-à-dire qu'on va tirer au sort pour ces 602 patients le groupe de traitement dans lequel ils vont être affectés, soit une posologie classique, soit une posologie accrue, ajustée au poids, allant jusqu'à des poids extrêmes, ce que ne font pas aujourd'hui les recommandations. Donc il y a ces 602 patients, les inclusions vont beau train, il y a un certain nombre de patients qui ont été inclus à Lille sous l'impulsion du professeur Marc Lambert. Donc en conclusion, il est certain que les patients ayant des formes sévères de Covid-19 ont un risque accru de thrombose, que les recommandations de prévention ont varié selon les pays, que les essais cliniques sont en cours, que là encore, cela témoigne d'une nécessité de collaboration nationale, internationale, et que nous espérons que très prochainement, nous allons pouvoir avoir les résultats de ces études qui nous définiront les doses à utiliser au cours de la Covid-19. Alors je voudrais remercier tout particulièrement les patients et toutes les personnes atteintes de Covid-19 qui ont accepté de participer à ces études, et je voudrais leur dire que toutes les données qu'elles ont accepté de partager avec nous sont infiniment précieuses pour la compréhension de cette maladie.